Je vais vous présenter un petit peu nos intervenants. Donc, la thématique, vous l'avez vu, vous n'êtes pas venu ici par hasard, c'est le réemploi des matériaux de construction. Et la question qu'on se pose, c'est vers de nouveaux référentiels de formation, c'est-à-dire comment on peut faire passer le message du réemploi des matériaux à travers les formations. On est un lycée du bâtiment, on est partenaire avec un certain organisme. Ça nous semble logique qu'on s'interroge sur la manière de faire passer ce message qu'on peut aujourd'hui faire du réemploi. Alors, dans les intervenants par ordre alphabétique, nous avons ici présente Madame Frédérique Berthaud, qui vient de l'Eurométropole de Strasbourg. À distance, je vais essayer de le mettre en grand en même temps que je vous le dis. Donc, nous avons Franz Dagneau, qui travaille pour Noria Formation, donc un organisme de formation qui œuvre dans la thématique notamment du réemploi, mais pas que. Ensuite, nous avons M. Pedro de Guanoguera, qui nous vient de Belgique et qui fait partie de la société Réempro. Ensuite, nous avons Marc Linz du CERIB Région Grand Est, ici présent. M. Kurt Morgan, qui nous vient de Suisse et qui fait partie de NEROS, le réseau de ressources minérales suisse. Donc, je vais, au cours de cette table ronde, aborder plusieurs thèmes. Et puis, je vais, sur le principe de la table ronde, céder la parole à chacun des intervenants. Le premier thème, c'est un petit peu pour leur donner l'opportunité de se présenter. Donc, ma question, c'est aujourd'hui, que représente le réemploi des matériaux de construction dans votre profession et dans votre quotidien? Alors, je vais prendre dans le même ordre alphabétique, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Madame Berthaud. Bonjour, merci beaucoup. Donc, moi, je suis effectivement à l'Eurométropole de Strasbourg. Je suis chef de projet renouvellement urbain, donc dans le quartier du Neuf. L'Eurométropole de Strasbourg a bénéficié en fait d'un gros programme de renouvellement urbain donc financé par l'État et dans lequel en fait il y a un certain nombre d'ouvrages qui participent à ce programme, notamment des bailleurs sociaux, des promoteurs, plusieurs services de l'Eurométropole donc qui interviennent pour la mise en œuvre de ce projet de renouvellement urbain. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que les élus de la ville et de l'Eurométropole ont fait le choix et portent en fait une ambition très forte d'emploi, d'économie circulaire d'une manière globale et de réemploi qu'on appelle, sur lequel je travaille, l'hôpital militaire Lyoté, donc qui est au Neuf, qui est à l'entrée du quartier dans lequel j'interviens et qui est vraiment pour les élus une vitrine et qui va devenir en fait une vitrine de ce que peut être en fait le réemploi des matériaux issus des bâtiments et à la fois dans les bâtiments mais également dans les espaces publics. Donc à ce titre-là, cette problématique d'économie circulaire et de réemploi des matériaux fait partie de notre quotidien et du quotidien aussi de l'ensemble des maîtres d'ouvrage avec lesquels je travaille. Donc il y a la collectivité européenne d'Alsace également, puisqu'il y a un collège qui va être construit dans ce secteur-là. Il y a un promoteur aussi qui participe à cette démarche et plusieurs services, plusieurs directions de l'Europe de Strasbourg, dont celle des espaces publics. Merci. Je vais passer la parole à M. Dogno de Notion. Oui. Oui. Bonjour, oui. Alors je suis en chef des Vous m'entendez? Alors, Monsieur Dogno, on vous a en intermittent. Ok, parfait. Du coup, moi, je fais partie de Noria Formation. On est un centre. Monsieur Dogno, on a un petit souci. Je ne sais pas si vous nous entendez. L'image s'est figée. Téléphone.
Alors, Monsieur Dogno, je vais passer la parole au suivant. Peut-être le temps, si vous coupez l'image, peut-être qu'on aura une meilleure bande passante. Je vais passer la parole à Monsieur De Guano-Riguera et puis on reviendra sur Monsieur Dogno ensuite. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, nous sommes une entreprise généraliste de réemploi. Chez Réempro, on essaye de massifier l'utilisation de produits issus de la déconstruction soignée. Moi-même, je suis architecte, donc j'ai travaillé une dizaine d'années en région bruxelloise sur toute une série de projets de moyenne grande échelle. Et donc aujourd'hui, l'objectif avec ma transition et la création de Réempro, c'est, comme j'expliquais, de pouvoir finalement massifier l'utilisation de produits issus de réemploi. On essaye de le faire par deux manières. Une, la déconstruction et une autre, le reconditionnement. Donc, on va pouvoir intervenir sur le site pour déconstruire nous-mêmes avec nos équipes au lieu d'effectuer une démolition standard. Ou dans un deuxième temps, on va aussi pouvoir proposer tout ce qui est plutôt reconditionnement de produits. Et ça, on peut le faire ou sur site ou dans notre centre de stockage. On peut peut-être apporter une petite précision sur le fait que le contexte réglementaire en Belgique est un petit peu différent du nôtre par rapport au marché public. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire deux mots. Il y a une certaine obligation de réemploi. Donc, par rapport à ce sujet, la Belgique reste un pays fédéral et donc il existe aujourd'hui 3 régions qui ne sont pas avec les mêmes réglementations. Ce qui se passe actuellement, c'est que on est à diverses vitesses, comme sur d'autres sujets, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. L'idée actuellement à Bruxelles, c'est que nous, Réempro aussi, on fait de la sensibilisation auprès des pouvoirs publics, mais il y a toute une série de pouvoirs publics, notamment la Société de logement en région bruxelloise, qui finance et gère tous les logements sociaux, mais aussi la ville de Bruxelles, qui est une des communes, des 19 communes de Bruxelles, qui intègre déjà dans leur cahier des charges toute une série de demandes par rapport au réemploi. Le réemploi va donc venir complémenter dans les cahiers des charges publics toute une série d'exigences qui existent déjà, notamment en rapport à la gestion de l'eau, à la production d'énergie verte ou à l'utilisation de matériaux biosourcés. Ce qu'on observe, nous, chez Réempro, c'est que en travaillant sur plusieurs régions, tout le monde a une manière différente de mettre en œuvre le concept de réemploi de matériaux, mais que ça commence en tout cas petit à petit à se généraliser. Merci. Alors, je vais essayer de redonner la parole à Monsieur Dagneau. Oui, Est-ce que vous m'entendez, m'entendez? Monsieur Dagneau? Parfaitement, oui. Ok, super. Je vous ai rejoint par téléphone, donc, mais je vous vois, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Du coup, moi je fais partie de Maria Formation. On est un centre de formation basé à Redon. Redon, c'est au sud de la Bretagne, au bord de la Vilaine. Et on fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération Éco-Construire. Et on forme à la fois la maçonnerie terre crue, à travers une formation de niveau CAP, à la rénovation du bâtiment avec une formation d'un niveau BTS, donc rénover avec des matériaux biosourcés, et puis également au réemploi des matériaux, où du coup on est propriétaire de 3 certifications. Depuis 2020, une certification qui s'appelle TREMA, qui forme un peu à aller aux différentes étapes de la chaîne de valeur d'une manière technique, aux différentes étapes du réemploi de manière technique. Et puis depuis très récemment, on a 2 certifications liées à la dépôt sélective, vraiment spécialisées, une sur la coordination d'un chantier dépôt sélective, comment on met en œuvre un chantier, et une autre sur la réalisation d'un chantier, donc vraiment lorsqu'on effectue la dépose propre des matériaux en vue de leur réemploi. Et puis également, on a participé à des études sur les besoins en compétences sur le réemploi, à la fois une première étude pour l'ADEME en 2021, et puis également dans le cadre d'un grand projet national AMI-CMA France 2030, un diagnostic sur les besoins en compétences.
Merci. Donc, Monsieur Dagneau, vous verrez par rapport à nos différents intervenants qu'il y a une petite longueur d'avance par rapport à notre thématique, puisque lui fait déjà de la formation sur le réemploi. Il a acquis de l'expérience et il a su transformer cette expérience en formation et en transmission, avec même des certifications en termes de formation. Si vous avez déjà entendu parler de Calliope, par exemple, il a la certification Calliope, qui est un indicateur de qualité de formation. Je vais passer la parole à Monsieur Lins, ici présent, du CERIB Région Grand Est. Merci. Alors, le CERIB, c'est le Centre d'études de recherche de l'industrie du béton. On est un organisme du ministère de l'Industrie chargé d'accompagner le développement d'une filière industrielle. Cette filière, elle a aujourd'hui en France 3 axes stratégiques. Ces axes stratégiques sont la transition numérique et la raison de ma présence ici, l'économie circulaire. Et la manière d'aborder l'économie circulaire, c'est regarder en fait les 7 piliers d'économie circulaire, vous les connaissez. Alors, il y a bien sûr le réemploi, qui est la journée thématique d'aujourd'hui, mais il y a aussi le recyclage, il y a aussi l'allongement de la durée de vie de l'ouvrage qu'on construit. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'écologie territoriale et industrielle. Alors ça, c'est par exemple utiliser le déchet d'une autre filière industrielle pour l'intégrer dans une production. Et il y a encore deux, trois autres aspects, mais qui concernent moins notre activité. Et si vous voulez, dans nos choix stratégiques dans l'économie circulaire, on a plutôt choisi le recyclage et l'écologie territoriale et industrielle aujourd'hui que le réemploi, pour des raisons économiques, parce que dans le cadre de la construction d'un bâtiment, tout d'abord, on construit plus qu'on ne déconstruit aujourd'hui, heureusement. Et même si c'est la crise de la construction, ça veut dire qu'on n'aurait pas assez de ressources avec des éléments déconstruits pour construire tout ce qu'il faut construire. Donc ça, c'est déjà un sujet. Et donc, à ce titre, on s'intéresse plutôt au recyclage en utilisant cette ressource de déconstruction à travers ce qu'on a dans le béton, c'est qu'on arrive à concasser et à récupérer en séparant l'acier qui va, lui, dans la filière acier, mais c'est pas notre domaine, mais c'est déjà aussi organisé dans une filière recyclage. Et donc, on est plutôt axé là-dedans. Et ensuite, je ne sais pas si on l'aborde, mais on a aussi déjà un axe formation dans ces domaines-là, puisqu'on a créé au CERIB une filiale qui s'appelle l'Agir, qui est en même temps organisme de formation certifié Calliope et qui intervient sur tous les domaines liés à l'économie circulaire, en accompagnement de maîtrise d'ouvrage, en accompagnement de maîtrise d'œuvre, dans l'accompagnement de projet. Très bien, merci. On a fait la présentation générale et puis on détaillera un petit peu les différences. Je vais passer la parole à Monsieur Morgan de la société Neros, donc qui vient de Suisse. Oui, bonjour, merci. Donc, effectivement, Neros est une plateforme neutre qui s'occupe de toutes les thématiques ayant trait à l'approvisionnement des métiers de la construction en matériaux de construction de sources minérales. Auparavant, j'ai passé 30 ans en entreprise, dans différentes entreprises, dans les domaines du recyclage, de la valorisation, du traitement de terres polluées. Et je me suis engagé dans l'association qui concerne ces activités-là, au niveau que ce soit des groupes de travail pour faire évoluer les textes de loi ou alors pour des nouvelles normes. Maintenant, en Suisse, nous sommes très semblables à la Belgique dans la mesure où nous sommes également un État fédéral. Donc, il y a une grande liberté locale au niveau de l'application des lois. La différence, c'est que nous sommes 26 cantons et demi-cantons et nous sommes bien plus petits que la Belgique, naturellement, ce qui fait que ça fait un certain éclatement des pratiques au niveau fédéral. Ce qui se fait depuis longtemps en Suisse, c'est la réutilisation des matériaux de démolition dans le recyclage, c'est-à-dire la création de nouveaux granulats pour les incorporer dans les recettes, surtout de béton, mais aussi de revêtement pour les routes. Et puis, plus récemment, on commence à avoir un certain nombre de projets qui sont liés à la déconstruction et au réemploi d'éléments entiers de bâtiments, voire d'éléments constitutifs du bâtiment ou de chauffage ou de portes ou de fenêtres, d'éléments de façade, etc.
Et donc ça, c'est quelque chose dont certaines organisations s'occupent de manière intense, qui se passe surtout dans les régions de Bâle et de Zurich. Zurich, qui par ailleurs a été un précurseur dans l'emploi des matériaux recyclés dans les nouveaux matériaux de construction, avec pour des bâtiments commandés par la ville de Zurich, où il a été exigé d'avoir du béton qui était fait à partir de 100% de granulats issus du recyclage. Voilà, pour ma part. Merci. Alors, après cette présentation un petit peu générale, je vais proposer à chacun de nos intervenants de développer un peu plus une activité, un thème central. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet, un ou deux projets phares qui font appel au réemploi? Alors, je vais faire dans le même ordre. Je vais commencer par Madame Berthaud, où là, effectivement, vous l'avez évoqué. On a un projet assez important sur l'Eurométropole avec l'ancien hôpital militaire Lyotais. Si vous voulez bien développer un tout petit peu les tenants et les aboutissants du projet. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est cette ancienne friche militaire donc, qui a été construite dans les années 1905 donc, par Édouard Schimpf, qui était un maire de la ville déjà à l'époque. Donc, en fait, au départ, on avait des bâtiments en fait, qui sont remarquables sur le plan patrimonial, donc avec des matériaux qui étaient, je vais qualifier de nobles. Donc, on a beaucoup effectivement, avec du grès massivement présent dans le bâtiment, beaucoup de bois de charpente, enfin, des tuiles aussi traditionnelles, on va dire alsaciennes, de type alsacienne, voilà, ce qu'on appelle en queue de castor. Donc, voilà des des matériaux qui sont caractéristiques en fait d'une période de construction et qui donnent en fait à cet ensemble vraiment une valeur très importante. Il n'a pas été possible en fait de garder l'ensemble du patrimoine, donc il y a eu de la déconstruction des trois quarts des bâtiments. Il en reste aujourd'hui deux debout, quatre debout qui vont être réhabilités et j'y reviendrai par après pour leur destination future. Et donc les autres bâtiments ont été déconstruits d'une manière sélective, très soignée. Avec un écosystème d'acteurs assez important. Donc la ville et l'Eurométropole n'étaient pas propriétaires du site. On a fait appel à un organisme en fait qu'on appelle l'établissement public foncier d'Alsace, qui s'est chargé pour nous d'acheter ces terrains à l'armée et ensuite d'assurer la dépollution et la déconstruction de ces bâtiments. Avec une entreprise, je vais la citer parce que voilà, il n'y a pas de publicité particulière ou de non-publicité, c'était donc l'entreprise GCM qui s'est dotée en fait à la fois d'une partie, qui a fait intervenir sa partie démolition, mais aussi sa partie GCM environnement, bon, soit plus sur la partie dépollution, et donc pour travailler vraiment sur cette déconstruction sélective et pour préserver le plus possible les matériaux. La caractéristique aussi de ce projet, et pour l'entreprise, c'était de se doter en fait d'un maîtrise d'ouvrage, puisqu'en fait l'entreprise GCM, les maîtres d'ouvrage, l'Eurométropole aussi, on était au début de notre intention et de notre démarche en matière d'économie circulaire, et on a eu besoin de faire appel en fait finalement à des spécialistes. Et aujourd'hui, on a au niveau local plusieurs organismes qui commencent à monter en compétences pour nous aider à la fois sur les diagnostics qui sont obligatoires, mais aussi sur les usages qu'on peut imaginer des matériaux de réemploi. Et donc, on a fait appel à un organisme qui s'appelle BOMA, les bonnes matières. On a l'habitude vraiment de travailler sur ces projets pour imaginer, en fait, dès la conception des différents projets pour chaque maître d'ouvrage, comment on pouvait utiliser, en fait, les matériaux qui étaient présents sur site. Et c'est là toute l'inventivité et le côté innovant, si je puis dire, de cette expérience. C'est vraiment d'imaginer le projet à partir en fait des matériaux présents et de ne pas, je dirais, partir sur un projet et après de prévoir en fait les matériaux qu'on va utiliser. Et c'est bien ça qui est assez caractéristique et assez atypique.
Et on a reproduit ça, cette démarche, cette façon de faire, à la fois donc, enfin en tout cas la collectivité européenne d'Alsace a suivi la même intention, la même ambition pour la construction d'un collège qui va quand même accueillir 600 élèves sur ce site. Un groupement de promoteurs qui va réhabiliter et construire 90 logements qui procède exactement de la même manière, qui conçoit son projet à partir des matériaux de réemploi disponibles. Les services de l'Eurométropole de Strasbourg font la même chose, engagent la même démarche, puisqu'en fait, les matériaux issus de la déconstruction des bâtiments vont être réutilisés, certains en tout cas, dans notre projet d'espace public et qui va accompagner en fait l'ensemble des opérations. Et effectivement, ce qui est très intéressant, mais aussi très c'est d'avoir vraiment cette réflexion de marche embarquée le plus en amont possible. Et c'est aussi, je dirais, source d'un certain challenge, mais aussi de beaucoup d'adaptabilité de l'ensemble des acteurs, aussi bien les maîtres d'ouvrage que les maîtres d'œuvre, donc les équipes d'architectes, mais l'entreprise derrière. Et l'entreprise de déconstruction, à ce titre-là, a aussi toute son importance. Plusieurs intervenants l'ont déjà dit, on parle de déconstruction soignée et non plus de démolition. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans la dentelle et de travailler, et là, sur le cas de l'IoT, sur des matériaux qui étaient très sensibles, très fragiles pour certains. Donc, du coup, c'est des méthodes de travail aux entreprises pour les artisans qui sont nouvelles, c'est-à-dire qu'on prend le matériau comme une richesse et comme une ressource et non plus, on y reviendra sans doute, comme quelque chose que l'on va jeter, mais bien qu'il faut conserver à tout prix pour pouvoir le réemployer. Donc, c'est une approche très, en tout cas pour nous, qui est très intéressante et qui forcément participe aussi à toute la recherche d'économie, à la fois sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan financier à terme, et avec un impact effectivement très important pour ces projets-là. Merci. Avec peut-être un point souligné, il y a un volet expérimental un petit peu sur ce projet, c'est-à-dire avec des choses où on n'est pas forcément certain de la finalité de ça. J'avais un exemple en tête sur l'aménagement de places de parking à partir de récupération de bordures de trottoir. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement le côté où là, c'est la direction des espaces publics de l'Eurométropole de Strasbourg qui finalement travaille avec des matériaux de réemploi depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, puisqu'on a l'habitude, quand on refait une voirie, en fait, de garder par exemple les bordures béton des trottoirs, de garder certains matériaux. On a un lieu de stockage en fait qui appartient à l'Eurométropole de Strasbourg, et pour l'instant on y stocke des matériaux de voirie qui sont réinjectés dans de la voirie, assez classiquement. Là, l'expérimentation a été de dire on prend une bordure béton, donc c'est quelque chose qui ressemble grosso modo à un parallépipède, qu'on a coupé en tranches, en fait, pour faire du coup, c'est devenu des petits pavés. Et ces pavés, donc, du coup, on va les réutiliser pour faire, par exemple, des cheminements piétons. Et donc, là, on a fait des tests. Donc, on a des planches. On a mis ça dans le site, enfin, sur le site de l'hôpital IoT. On a trois planches de réemploi où finalement ces petits pavés, enfin ces tranches découpées dans ces bordures béton, ont été positionnés différemment. Donc en fait, c'est la question des calculs, on les a mis dans des sens différents pour pouvoir tester en fait leur résistance au gel, aux questions de gel, de dégel, à la giration des voitures, si effectivement on peut l'utiliser sur des portions de voirie. Donc ça, c'est des essais qui sont en cours, de manière à pouvoir justement imaginer vraiment et pousser le plus loin possible en fait la réutilisation et le réemploi de tous les matériaux de voirie. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et on va laisser passer une année et demie pour voir justement comment ce matériau réagit. Et il y aura aussi
plusieurs essais pour savoir si on peut après l'utiliser assez classiquement dans nos futurs espaces publics. Merci. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Dagneau. Là, on est dans un autre domaine. Donc là, Monsieur Dagneau est déjà, comme je disais, un petit peu en avance. Lui, au cœur de ses projets, c'est être en capacité de connaître le marché et les besoins et de proposer des formations. Je vous laisse la parole, Monsieur Dagneau. En tout cas, on voit bien que pour que des projets ambitieux en termes de réemploi se donner et qui deviennent courants et qui se diffusent et deviennent la norme, il va falloir que l'ensemble des parties prenantes d'un chantier s'adaptent. Et cette adaptation, elle se passe à la fois d'abord dans un enjeu d'acculturation, parce que on peut donner des objectifs, mais derrière, c'est les personnes qui ne savent pas pourquoi elles doivent réaliser les objectifs. La réalisation de la tâche va être beaucoup plus compliquée et ça, du coup, il peut y avoir une perte de sens. Du coup, nous, on a tout notre travail, il est aujourd'hui axé sur ça. Donc, si je reviens un peu sur la formation qui aujourd'hui s'appelle Tréma, qui est d'un niveau bac, c'est la certification que l'on a. C'était notre première brique, c'était notre première chose sur laquelle on a pu s'essayer, où on a quand même des personnes qui se forment chez nous avec des profils très divers, qui ont déjà des diplômes, viennent se former pour voir concrètement parlant, mais comment on fait des réemplois, comment je peux mener du réemploi sur les opérations, donc avec des gens qui le font à différentes échelles. Et cette formation, elle est aujourd'hui dispensée donc chez nous, mais également en Isère et prochainement à Albi, et c'est ouvert pour qu'elle puisse s'ouvrir à d'autres dans d'autres territoires. Et donc là, ça correspond à un type de besoin, et ça ne couvre pas l'ensemble des besoins. Donc c'est pour ça qu'on a développé également 2 certifications autour de la dépôt sélective, où en parallèle de ces 2 certifications, on est à développer là un livre qui sortira courant premier semestre 2025, qui sera vraiment un guide méthodologique pour comment on mène un chantier de dépôt sélective. Donc il y a un livre équivalent qui existe aux États-Unis, mais en tout cas on voudrait l'adapter et issu aussi des expériences et du travail de recherche qu'on a pu faire en France et également en Belgique, par des collègues belges, voir comment ils pratiquaient sur le terrain, et également de développer des plateformes de formation, comment on forme à ces gestes techniques, parce que l'accès au chantier n'est pas toujours évident, même si le meilleur terrain pour se former reste le chantier. Et enfin, l'autre projet là qu'on est en train de développer, qui sortira fin de premier trimestre 2025, c'est un escape game de réemploi qu'on développe avec aussi également Envirobat Occitanie et l'atelier Phil, qui est un cabinet d'architectes basé à Nantes, où l'enjeu c'est d'avoir un outil simple de formation, d'acculturation, comme je parlais tout à l'heure, mais aussi pour donner les clés et les outils concrets pour passer à l'action. Parce qu'en tout cas, issu de nos études dont je parlais tout à l'heure dans ma présentation, la première présentation qu'on a faite sur les besoins en compétences, on voit que l'un des enjeux, c'est de faire changer les pratiques pour les personnes qui sont en poste, et les personnes qui ont peu de temps disponible pour se former, qui sont déjà pris dans plein de complexités, plein de nouveaux sujets à gérer. Le réemploi est un sujet parmi d'autres. Du coup, c'est comment nous, en tant qu'organisme de formation, développe des formations et des modalités pédagogiques, comment on arrive à s'adapter à ce besoin et du coup d'avoir des outils qui permettent justement cette acculturation, mais aussi cette montée en compétences pour permettre de répondre aux objectifs des maîtrises d'ouvrage. Et l'une des choses qui est de développer plus aussi, c'est comment un chantier peut être l'occasion de se former les parties prenantes. La semaine dernière, j'étais à une visite de chantier où justement c'est un programme où il y a 2 ans, on avait formé des équipes qui, pour une partie, intervenaient sur le chantier pour justement acculturer, partager les pratiques. Et je vois dans quelques endroits en France, je pense à Bordeaux, là, prochainement à Angers par exemple. À Angers, là, c'est un aménageur qui finance de la formation pour les parties prenantes du chantier, afin vraiment de les faire monter en compétences pour qu'ils puissent réellement remplir les objectifs et le faire des meilleures manières. Voilà. Merci. Alors juste, effectivement, vous entendez là, on reviendra plus en détail sur le sujet de la formation, mais surtout ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas une formation, mais des multiples formations réemploi. On va de la sensibilisation, acculturation, donc aussi bien à travers des jeux, à travers des formations sur chantier, à travers des formations dans les écoles, jusqu'à des niveaux de formation qui sont plus longs, des formations longues,
qui débouche sur un certificat, un diplôme, une validation. Donc, le champ des formations est très, très large et on reviendra un peu dans le détail sur tous les métiers. Vous allez voir que là, il y a une masse de travail importante. Je vais passer la parole à M. Degois Noguera de Réampro, qui va nous présenter, je pense, un dossier intéressant qu'il a fait en Belgique. Je sais qu'il est sur un autre projet énorme en ce moment, mais peut-être encore en parler. Oui, on a visité ce matin un projet assez intéressant, mais l'idée, c'est en fait, de toucher au cas par cas à tout type de bâtiment, donc que ça soit du tertiaire, du logement, de l'industriel. Notre objectif, c'est quand même de généraliser l'utilisation du réemploi, donc cette déconstruction ou ce reconditionnement. Comment on fait ça? Donc aujourd'hui, on a plusieurs offres. Concrètement, on va pouvoir proposer une offre très simple, que c'est par exemple juste tout ce qui est mobilier. Ça va très vite et donc on a des périodes d'intervention qui sont très rapides. Ça se passe souvent au moment des déménagements d'entreprises, au déménagement d'infrastructures. Il y a un deuxième volet que nous on parle la déconstruction des parachèvements du bâtiment. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est finition intérieure. Et là la capacité de ces chantiers que nous avons, c'est de pouvoir intervenir avant d'avoir un permis d'urbanisme en Belgique. En troisième lieu, on travaille avec les entreprises générales et les démolisseurs pour tout ce qui est des offres liées aux grosses œuvres ou à démontage de la façade. Et pourquoi on fait ça? Pour finalement mutualiser l'installation de chantier et pour que le réemploi devienne économiquement viable. Et une dernière proposition que nous avons actuellement, c'est tout ce qui est lié aux techniques spéciales. Et donc là, on va travailler du câblage au groupe électro, au générateur, au groupe HVAC, tout ce qui est groupe froid, compresseur, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les 4 types d'offres que nous avons. Nous avons travaillé ici en début d'année pour la ville de Bruxelles avec une entreprise générale qui s'appelle l'entreprise Gillon. Et là, on a vraiment travaillé sur un réemploi généralisé. On parle de plus ou moins 90 produits. Ce que je trouve intéressant avec cette étude de cas, c'est parce que les pouvoirs publics, ils ont mis en place 2 obligations. Il y avait une obligation de moyens et une obligation de résultat. L'obligation de résultat, comme j'ai expliqué, c'est tout ce qui est visible et que n'importe quelle personne entre nous sait qu'on va pouvoir réutiliser. Une chaise, une porte, des choses qui sont visibles, qu'on peut finalement réemployer. Et quelque chose de plus difficile où il y avait une obligation de moyens. Et là, dans ce cas-là, on parle par exemple du gros œuvre, ça veut dire qu'il y avait des poutres ourdies béton. On ne savait pas s'il y avait une chape de compression au-dessus. Et donc, nous, entreprise de réemploi, on a tout mis en œuvre comme processus, comme méthodologie pour y arriver. Dans ce cas-ci, on a dit on va faire des carottages de la structure pour comprendre est-ce que l'isolant il est collé, est-ce que l'étanchéité elle est mécanique, est-ce qu'il y a une chape de compression. Comment elles sont ces structures, est-ce qu'elles sont dégradées, est-ce que les aciers ou les bétons sont encore en état, quelle est la flèche de cette structure. Et donc ça, en travaillant avec des bureaux de stabilité qui sont sensibilisés au sujet, on a pu finalement récupérer 100% des 1000 mètres carrés de structures de gros œuvres qui étaient en toiture de ce bâtiment de l'école Pagode. Ça, c'est un des exemples de moyens qui a été réussi. Un autre qui n'a pas été réussi, c'est 3000 mètres carrés de briques. On nous a dit, est-ce que vous y arrivez? On a fait un test sur 2 mètres carrés. Les briques étaient émaillées, creuses. Le mortier était au ciment. Et donc, on cassait 97% des briques qu'on a déconstruites. Et donc, à ce moment-là, nous, on fait un rapport, ce qu'on appelle un business plan par matériau, qui démontre tant à l'entreprise générale que à la maîtrise d'ouvrage
que la déconstruction de ce matériau n'est financièrement pas valable et donc c'est plus intéressant d'aller vers un recyclage. Comme j'expliquais, on a fait plus ou moins 90 produits. Il y a toute une série de produits qui ont été transportés, stockés chez nous dans notre stock et qui seront reconditionnés chez nous et ils vont être utilisés dans le projet futur des architectes. Donc, moi, je tiens à mettre en avant que le meilleur parcours d'un produit de réemploi, c'est qu'il soit réutilisé in situ. Donc, on a un produit qui est là, si on peut le stocker et le réutiliser sur place, c'est le meilleur cas de figure. Et il y a toute une série de produits qui ont été utilisés ex situ. Ça veut dire que c'est à nous, entreprises de réemploi et de déconstruction sélective, de trouver finalement d'autres prenants à ces matériaux. Ici, je parle par exemple, dans le cas de l'école Pagode, des radiateurs en fonte, des panneaux mélaminés, les isolants souples, la pierre bleue, des panneaux Trespa, de mobilier, des éviers inox. Tout ça sont par exemple des produits qui ont plutôt été utilisés ex situ. In situ, on a valorisé tout ce qui est sanitaire, urinoir, tout ce qui est céramique, structure bois et toute une partie du mobilier aussi qui était déjà existant à l'école. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Lins et je vous propose peut-être d'aborder le projet olympique, Ouais. un petit peu vos activités et comment on arrive à ce projet olympique. Oui. Alors, dans nos activités, je disais tout à l'heure qu'on est orienté vers le recyclage. On a travaillé à l'assurabilité d'utilisation de granulats recyclés. Donc, il y a eu des travaux il y a une dizaine d'années qui s'appellent Recyclebéton, qui ont permis de rentrer dans la norme l'utilisation de granulats recyclés, dans la norme béton et dans la norme des produits. Et on a travaillé, nous, de pair avec ces travaux-là pour intégrer dans les référentiels de certification des produits l'utilisation de granulats recyclés. Et on est allé monter un démonstrateur. Alors, il s'agit d'un bâtiment de logement, de 37 logements qui s'appelle l'Olympie, où on a intégré dans chaque constituant du bâtiment, des maçonneries de parpaings, des prémurs, des prédales, des appuis de fenêtres, des aménagements extérieurs. On a intégré un maximum de produits recyclés et on a veillé en même temps à réaliser la construction avec un minimum d'émissions de gaz à effet de serre, donc, en mesurant l'impact carbone de ce bâtiment. Et donc, en travaillant sur le troisième aspect de notre stratégie, donc la transition numérique, on est allé intégrer aussi l'aspect transition numérique, donc l'aspect BIM dans la construction de ce bâtiment. Et aujourd'hui, ce bâtiment est construit avec un maximum de produits décarbonés. Mais par contre, ces produits ils sont issus d'une plateforme de recyclage élaborée qui sort des granulats qui sont bien recyclés, mais qui ont fait l'objet d'une préparation qui permet de les intégrer sans avoir à réfléchir, je dirais, sans avoir à vérifier leur qualité, parce qu'ils sortent une qualité intéressante et vérifiée par un marquage CE. Et là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif d'installation est en train de se déployer dans toute la France, et notamment dans la région de l'Eurométropole, qui vient d'être inaugurée à Ingolstadt, qui est capable de fabriquer une vraie ressource utilisable comme neuve, on va dire, dans un matériau. Et c'est très important, ça permet à la fois de limiter l'épuisement des ressources, et ça permet de faire quand même une remarque sur le sujet du réemploi. Le premier réemploi qu'on fait dans la construction d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'avant de déconstruire un bâtiment et d'essayer de réutiliser des éléments de ce bâtiment-là, on peut d'abord essayer de le rénover et de lui donner une seconde vie. C'est ce que propose la RE2020. La RE2020, elle comptabilise 50 ans dans la durée de vie d'un bâtiment, mais 50 ans, on sait tous que c'est largement plus long la durée de vie d'un bâtiment.
Et qu'à partir du moment où on fait une rénovation lourde, finalement, on a prolongé la durée de vie de toute la structure de ce bâtiment. Et c'est ça du réemploi aussi par rapport à la structure. Les fondations, on va pas les changer tous les... Voilà. Le réemploi des fondations, c'est faire une rénovation. Ça, c'est le premier geste de réemploi dans la construction. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Morgan. On a, je pense, davantage évoqué des aspects, vous avez mis en place beaucoup de logistique en termes d'aires de stockage, de procédures de réemploi, mais voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, d'abord en Suisse, nous n'avons pas de formation dédiée à l'heure actuelle au thème du réemploi d'objets issus d'une déconstruction de bâtiments. Il y a une formation qui est en préparation, mais ça sera proposé dans le courant de l'année prochaine pour la première fois. Maintenant, au niveau des projets, il s'en fait effectivement, et pour l'instant, ce sont surtout des projets pilotes où les acteurs sont amenés à en fait se former eux-mêmes sur le tas. Et pour donner peut-être deux exemples, l'un, c'est une halle industrielle dans le canton de Zurich qui a été réaffectée et rehaussée. Et pour ce faire, bon, on a commencé par conserver le bâtiment existant, le réaffecter, comme vient de le dire l'interlocuteur précédent, et ensuite, il a fallu renforcer cette structure pour qu'elle réponde aux normes sismiques d'aujourd'hui et qu'elle puisse soutenir un rehaussement du bâtiment. Et donc, pour ce faire, on a utilisé des bétons fabriqués avec des granulats issus du recyclage et des ciments à basse teneur ou à basse émission CO2. Ensuite, le rehaussement du bâtiment s'est fait avec des éléments issus de la déconstruction d'une autre halle industrielle, d'une imprimerie où on a récupéré les panneaux de façade et même les fenêtres. En fait, toute la partie qui a été rehaussée a été produite avec des matériaux issus du réemploi. Les matériaux d'isolation, pour l'isolation, il a été fait appel à de la paille traitée, pour ensuite avoir une empreinte carbone minimale sur ce nouveau bâtiment avec cette nouvelle affectation. Maintenant, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est un parking de camions à plusieurs étages dans la ville de Bâle qui servait à un distributeur de produits alimentaires. Et donc, ce parking, lui, est en train d'être démonté. Donc, la structure en béton, le gros œuvre, se voit découpée en différents éléments. Donc, des poutrelles, des bouts de dalles et puis des piliers qui sont tous numérotés, répertoriés. La ville de Bâle met à disposition de ces chantiers une aire de stockage parce qu'effectivement, la Suisse n'est pas grande et la surface y est un bien, bien rare, comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de sites urbains. Mais en tout cas, chez nous, quand c'est pas urbain, c'est montagneux, donc c'est toujours un petit peu difficile de stocker des choses pendant longtemps, vu le coût du mètre carré au niveau de la rentabilité du projet. Et là, donc, cet ancien parking est en train d'être démonté bout à bout, et il y a déjà un architecte qui a prévu des bâtiments destinés au logement qui seront ensuite réalisés avec ces éléments déconstruits, mais dans un autre endroit. Alors c'est sûr que l'idéal, c'est de pouvoir réutiliser le plus possible de choses sur place dans un délai de temps très court, mais effectivement, dans la pratique, souvent on se voit confronté à des questions de stockage de ces éléments pour pouvoir les réutiliser de manière utile, disons. Voilà. Et ce qui est intéressant, on avait évoqué par rapport à ces aires de stockage, que afin de désengorger les aires de stockage, vous essayez de mettre en place des sortes de bourses. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être deux mots? Oui, donc là, il y a plusieurs organismes qui proposent des bourses aux matériaux. Alors d'une part, ce sont des matériaux issus du recyclage, donc du concassé, ou alors justement des organismes qui recherchent des matières primaires issues de la déconstruction
pour faire des granulats recyclés. Et puis, il y a des bourses aux matériaux, aux éléments, dans lesquels on va trouver des éléments d'installation sanitaire, ou bien des fenêtres, des portes, des cuisines qui ont été refaites, ou bien justement des éléments issus d'une déconstruction de grosses œuvres qui ont été découpées, répertoriés, numérotés, avec un descriptif de ces éléments. Parce que le plus gros enjeu, en fait, dans toutes ces démarches de réemploi de matériaux ou d'éléments de bâtiments, c'est toujours les questions de garantie de qualité et des prestations, enfin, des performances qu'on peut attendre de ces éléments-là. Très bien, bah, vous faites parfaitement la transition puisque être capable de qualifier ces matériaux, ça passe par un certain nombre de compétences. Donc le point suivant que je souhaite aborder, c'est effectivement aujourd'hui, quels sont les métiers dont on a besoin dans le réemploi, quelles sont les compétences, les métiers qui permettent d'intervenir dans ce domaine-là à travers vos projets, vos expériences, les uns après les autres. Vous allez un peu me dire ce que vous aviez déjà comme compétences, que vous avez peut-être recherché, acquis, partenariat. Donc, je vais, comme précédemment, prendre le même ordre. Je vais laisser la parole à Madame Berthaud. Et alors, ça va être du coup. Dans le cadre donc du pilotage de ce projet de renouvellement, c'est vrai que on n'avait pas, enfin, personnellement, j'avais pas de compétences particulières en matière de réemploi. Mais là, l'enjeu, c'est plutôt finalement, enfin, comme ça a déjà été évoqué par d'autres intervenants, de s'associer en fait avec finalement des personnes de manière à pouvoir justement tenir compte en fait de cette approche assez rapidement, enfin dès le début du projet. Alors, petite anecdote, c'est vrai que moi, à l'époque, je travaillais dans une autre direction. Je travaillais à la direction des espaces publics. Et au moment où finalement, le diagnostic des matériaux a été fait, on nous a demandé très vite quels étaient nos besoins, justement, pour pouvoir envisager ce projet d'espace public. Et j'avoue qu'au départ, on l'a fait un petit peu d'une manière intuitive, on va dire ça comme ça. En se disant, ben voilà, des matériaux nobles comme des moellons de grès, etc., on trouvera toujours une utilisation. Donc, on va retenir ces matériaux, on va les capter, on va effectivement préciser à l'entreprise de déconstruction qu'on va les conserver. Et assez vite, en fait, ben, évidemment, on est arrivé à la limite de notre propre compétence. Et d'où l'enjeu aussi. Alors là, on a externalisé en fait finalement ce besoin d'information et de formation et de compétences pour nous auprès donc de ces assistants en maîtrise d'ouvrage. Donc on en a eu à la fois sur la partie déconstruction et sur la partie, enfin pour imaginer des futurs usages. Et en fait, voilà, c'est plutôt une association en fait et un collectif et finalement un écosystème qu'on crée aujourd'hui dans le cadre de ce projet sur le site de l'ancien hôpital Lyautey. Et on trouve les compétences finalement dans cette externalisation pour imaginer ce futur projet. D'accord. Donc effectivement, une première approche pour chercher des compétences, comme vous l'entendez, c'est d'aller chercher des partenaires qui ont les compétences ou qui vont aller chercher les compléments. Donc ça, c'est une première approche. On va voir un petit peu que justement, en fonction des intervenants, on a différentes choses. Je vais passer la parole à Monsieur Dogno. Monsieur Dagno, vous êtes au cœur de ce système-là. Quels sont un petit peu les métiers, les compétences que vous êtes capable d'apporter au réemploi? Du coup, nous, tout le travail qu'on a mené pour répondre à cette question, c'était de se poser la question de est-ce que c'est uniquement des nouveaux métiers qui sont indispensables pour faire que le réemploi puisse se faire opérationnellement, ou est-ce qu'on est sur une adaptation des métiers? Et le résultat des études qu'on a pu mener montre que finalement, majoritairement, on est sur de l'adaptation de métiers déjà existants. Par exemple, sur la maîtrise d'ouvrage, c'est comment je fixe des objectifs réemploi cohérents avec mon projet, comment j'adapte l'écriture de mon marché et que au final les entreprises derrière fassent
répondre aux résultats, parce que par exemple aujourd'hui il y a des marchés qui sont écrits, qui sont pas assez sécurisés, qui font que par exemple le déconstructeur il dit oui moi je sais faire, finalement en fait je sais pas vraiment faire et qu'on n'arrive pas à faire de réemploi à cause de ça. C'est des choses qu'on voit un peu couramment. Donc voilà, on pourrait aller encore plus loin là, sur un peu à l'échelle de la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, on voit bien que il y a la nécessité de l'accompagnement avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, qui est à la fois assistance à maîtrise d'ouvrage ou assistance à maîtrise d'œuvre. Là, on est quand même plutôt sur de nouveaux métiers, avec des nouveaux bureaux d'études qui se créent il y a ça. L'autre chose nouvelle, c'est la partie du diagnostic ressources, hein, comme ça a été un peu évoqué, mais qui est vraiment l'indispensable pour mener une opération de réemploi, c'est d'avoir un diagnostic de quels sont les éléments qui sont réellement réemployables, dans lesquels il y a des repreneurs derrière. Alors, soit il est réemployable in situ, soit il y a des repreneurs derrière. Dans l'adaptation, il y a tout ce qui est autour de la maîtrise d'œuvre. Hein, on pense tout de suite à l'architecte, hein, mais également aussi les bureaux d'études. Comment le bureau d'études structure va calculer de manière, va calculer, prendre en compte ce sujet d'emploi dans sa manière de travailler, mais aussi l'économiste. On n'en parle pas souvent, mais l'économiste aussi doit changer totalement sa grille tarifaire de prix et intégrer, sachant que les modèles économiques du réemploi, ils continuent à évoluer aujourd'hui. Ensuite, on a autour de la dépose sélective. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé. Hein, et là, à la fois, on est sur l'adaptation des cureurs, des constructeurs qui doivent s'adapter, mais on a aussi plein de développement de nouvelles entreprises qui se développent. Ensuite, on a tout l'enjeu de la phase logistique pour la collecte et la redistribution des matériaux, voire le stockage là-dessus. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à faire. Ensuite, il y a une étape qui est indispensable et aujourd'hui qui permet l'émergence forte du réemploi, c'est ce qu'on appelle la préparation réemploi. Comment un matériau qui vient d'un chantier peut être remis en état pour être prêt à poser, pour permettre l'équivalent à du neuf. Et là-dessus, ça demande à l'adaptation parce que on doit répondre à un besoin particulier avec un produit qui n'était pas standard. Et en même temps, on est sur des techniques soit liées à la préparation réemploi d'éléments électriques. Ça reste du métier d'électricité, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais c'est d'où vient la matière qui est un peu différent. Ensuite, on a l'action de vente. Là, il y a un peu rien de nouveau à part le fait d'expliquer certaines conditions de vente qui peuvent varier ou l'origine du matériau, un peu sa provenance. Et enfin, il y a le métier de la mise en œuvre de l'entreprise de travaux. Là, avec un collègue, on a eu des grands débats de est-ce qu'on doit vraiment former spécifiquement les entreprises. Mais au final, tout dépend du matériau de réemploi qu'elles ont entre les mains. Si c'est un matériau prêt à poser, justement, qu'il y a une préparation réemploi, en fait, ça ne change rien du neuf. Il y a la notice, il y a les pièces de rechange, souvent, il y a tout ce qu'il faut. Ou alors, là, il y a une adaptation, on pense au réemploi in situ et une adaptation, et au final, le métier de l'artisan, le cœur de l'artisan, finalement, quotidiennement, il effectue ces tâches-là, quoi. Donc, finalement, on oscille entre les deux. Et ce qui fait que, par contre, il y a un élément indispensable, on a commencé un peu à en parler, mais pour que aussi le réemploi puisse advenir, c'est la question de la garantie de l'élément. Comment le matériau a une garantie et que l'assureur suit. Comment ce matériau peut être considéré comme une technique courante. Et bien là, finalement, les missions du bureau de contrôle restent les mêmes, mais une mission supplémentaire s'ajoute, celle du qualificateur. En gros, le qualificateur, il va donner l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour que le matériau puisse être considéré comme une technique courante et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, en tout cas, aujourd'hui, voilà, plein de protocoles commencent à sortir petit à petit. Différents programmes de recherche en France là vont bientôt être publiés, comme au programme Spiro là qui est mené par le CSTB, dont il y a les résultats qui vont paraître en novembre. Et le dernier élément qu'il y a dans cette chaîne de valeur là que je vous ai présenté, qui est souvent absent finalement, mais qui est indispensable par le réemploi, en tout cas nos interviews de professionnels nous l'ont montré, c'est la question de la communication et de la sensibilisation. En tout cas, ça demande aux personnes de parler davantage entre elles. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que aussi, ça permet aussi de casser certaines hiérarchies qu'on peut trouver dans le secteur du bâtiment. Par exemple, lors de la validation d'un matériau pour qu'il soit remis en œuvre, avant, on faisait appel uniquement à la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage validait, éventuellement l'assurance, le bureau de contrôle. Mais aujourd'hui, le réemploi, il demande aussi l'expertise de l'entreprise de travaux en disant est-ce que vous vous accordez, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre ce matériau, sachant que
là, dans le cas où je parle, c'est par exemple la maîtrise d'ouvrage qui guide, voire impose un matériau à mettre en œuvre. Mais avant d'imposer, demande quand même l'avis de l'entreprise et une validation. Du coup, on fait appel à l'expertise de l'entreprise, expertise qui traditionnellement est un peu disparue. Enfin, en tout cas, on ne fait pas assez appel. Du coup, ça permet de remettre un peu à égalité l'ensemble aussi des hiérarchies dans le secteur du bâtiment et peut provoquer une autre manière aussi de voir le chantier se dérouler, une autre ambiance face à une industrialisation du bâtiment qui a un peu surspécialisé des personnes qui font dans leur coin, et s'il y a un problème, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la personne qui était venue avant ou la personne qui est venue après. Donc là, ça permet éventuellement de rééquilibrer rééquilibrer hiérarchie et vraiment aussi, et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je le redis, mais faire valoir aussi des expertises qui étaient pas assez remises au centre et du coup de valoriser ces expertises. Merci. Alors là, on a eu deux points de vue un petit peu opposés. On avait l'Eurométropole qui a fait appel à de l'assistance. Là, on a eu la formation. Je vais donner la parole à Monsieur Degois Noguera, qui lui représente en fait à tout intégrer chez lui. Il a à la fois la maîtrise d'œuvre et il va chercher ensuite toutes les compétences dont il a besoin. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu à quelles compétences vous faites appel et comment vous allez chercher ces gens-là, comment vous êtes vous-même formé pour avoir cette capacité de maîtrise d'œuvre d'un projet. Donc, l'idée de notre côté, c'est de faire appel à un écosystème qui est sensibilisé à ce sujet. Donc, que ce soit les ingénieurs, les bureaux de contrôle, les auteurs de projets, les entreprises qui mettent en œuvre. L'idée, c'est d'avoir tout le monde autour de la table qui est sensibilisé au sujet du réemploi parce que on n'invente rien. On a fait du réemploi pendant des milliers d'années. Ça fait depuis le début de la révolution industrielle qu'on ne le fait plus, qu'on a commencé à avoir un système de consommation linéaire. Mais en soi, on a toujours récupéré des matériaux qui étaient encore en état, des produits qui étaient tout à fait valorisables. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver les personnes qui sont intéressées à travailler sur le réemploi de produits que tout le monde autour d'ici peut constater qu'ils sont encore réutilisables. Donc, pour moi, il y a très peu de métiers qui sont nouveaux. Il y a peut-être un recyclage de métiers qui a déjà existé par le passé, qui ont été oubliés. Mais ça, M. Dagneux, il a très bien énoncé tous ces différents pôles. Pour nous, ce qui est aujourd'hui intéressant en parlant de ces métiers, c'est que c'est de donner une certaine assurance finalement à l'utilisation d'un matériau qui va avoir une deuxième, une troisième vie. On est tous ici sensibilisés au fait qu'on utilise Vinted ou Le Bon Coin en tant que privé. Pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de généraliser ça au secteur de la construction. Comment on va le faire? Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place avec tout cet écosystème et ça doit rester un écosystème local pour que, en tout cas, le réemploi reste pour nous financièrement et écologiquement envisageable. Donc, on va prendre finalement toutes les pièces de la chaîne. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les déconstructeurs, avec des déménageurs, avec des transporteurs, avec des gens qui font de la logistique de stockage, avec des techniques d'artisanat, de PME qui vont être spécialisées dans le reconditionnement d'une série de produits. Ça veut dire aujourd'hui, Réempro, nous avons 4 lignes de reconditionnement en interne, plancher technique, céramique, mobilier, briques, carrossiment. Mais on a énormément de partenaires entre Paris et Bruxelles et le Luxembourg qui font les radiateurs en fonte, le câblage. Et donc l'idée, c'est finalement de faire réémerger un tissu d'entreprises qui ont des connaissances depuis 20-30 ans sur des produits particuliers et les sensibiliser au sujet des réemplois. Aujourd'hui, on fait du réemploi de câblage électrique. Comment ? Parce qu'on a été voir un fournisseur qui attestait déjà du câblage électrique en neuf
et que maintenant, il est prêt à réattester du câblage électrique de réutilisation. Pourquoi je dis ça? Parce que l'assurance des différents matériaux, elle est donnée plus facilement à des entreprises qui ont déjà l'expertise sur ce type de matériaux. Donc, si on fait rassurer un radiateur en fonte sur des producteurs qui font aujourd'hui du radiateur en fonte, bah, les assureurs vont facilement suivre et aussi, ils ont déjà toutes les machines qui permettent de faire tout ce process. Évidemment, quand ce n'est pas le cas, on se fait épauler par des bureaux d'études et des bureaux de contrôle. J'ai expliqué tout à l'heure la petite histoire sur les ourdis béton. L'idée du réemploi, c'est aussi à un certain moment d'analyser mieux les bâtiments. On va aujourd'hui, en plus d'une étude de géomètre, d'une étude structurelle, d'une étude, en France on parle du PEMD évidemment, c'est de vraiment faire les tests de déconstruction nécessaires à chaque matériau pour comprendre si financièrement il va être valable à réutiliser ou il faut mieux le recycler. Tout ça en étant conscient que les matériaux vont avoir une deuxième utilisation. Et donc, pour nous, ce qui est important aussi de sensibiliser, et ça sert à assurer plus facilement les matériaux, c'est de les sous-grader. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fini ici un chantier de 370 000 briques, encore une fois, pardon, 370 000 briques à Tourcoing, où on a reconditionné des briques qui étaient tenues au mortier à la chaux. Ces briques-là étaient des briques porteuses. Avec des échelles comme ça, on va pouvoir facilement mettre les tests à la compression, au gel, dans le prix de ces matériaux, mais on va quand même les mettre comme des briques de parement. Et donc, je tiens à amener attention là-dessus, parce que pour nous, c'est important. On ne va jamais prendre une porte RF 30 minutes et la mettre comme porte RF 1 heure. Donc, c'est logique qu'on met en place une réutilisation de matériaux, de le sous-grader. Et donc, si c'est un plancher qui était pour 450 kg au mètre carré, le mettre à 350. Si c'était porteur, de mettre en parement. Finalement, d'avoir une attention au fait que ce matériau devient un matériau avec déjà parfois 50, 60 ans de vie. Merci. Alors, un point qu'on avait évoqué dans nos conversations, le réemploi chez vous, il est double. On a le réemploi des matériaux de construction, mais on a aussi le réemploi des personnes. On parlait un petit peu quels sont les métiers dont on a besoin. Et en fait, vous m'expliquez que ça participe aussi à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle. Et finalement, on peut être amené à créer des métiers, à donner des opportunités de métier à des gens avec le réemploi. Donc, à chaque chantier que nous avons accès, nous essayons de mettre en place les équipes que nous avons au moins à 50% des effectifs et en partie des personnes qui sont en intégration ou en insertion pour qu'ils puissent avoir accès au marché du travail. Pourquoi on fait ça? Parce que pour nous, la déconstruction sélective et le reconditionnement, ce sont des métiers qui peuvent être encadrés avec des méthodologies qui sont préparées en amont et mises en place par une coordination de chantier et une explication hebdomadaire de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et donc, en Belgique, on parle de clauses sociales. Ça veut dire que n'importe quel chantier public doit intégrer un nombre d'heures de formation ou d'intégration auprès des différents acteurs, ASBL ou le Forum, Actiris, donc Pôle emploi en France, l'équivalent. Et donc, nous, on trouve ça important. Pourquoi? Parce que le réemploi a cette diversité et capacité. Le réemploi, pour nous, il doit être déjà d'un côté économique, donc il ne peut pas être plus cher qu'un matériau neuf, parce que sinon, on ne va pas réussir à sensibiliser les grandes entreprises de la construction à le faire. Donc, il faut que les tableaux Excel soient alléchants, c'est important. D'un autre côté, il y a ce côté social parce qu'on fait du réemploi dans une géographie qui est une des géographies les plus denses de construction au kilomètre carré mondialement. Mais ça, on ne se rend pas forcément compte tous les jours.
Et finalement, tout ce qu'on discute depuis le début, c'est que c'est encore une roue avec le recyclage, avec d'autres moyens pour répondre à la décarbonisation du secteur de la construction. Et donc, ces trois pôles-là, pour nous, ils sont fondamentaux et c'est très important qu'ils puissent se retrouver dans une plus grande importance ou pas dans tous les chantiers. Ils doivent en tout cas essayer d'y être. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Lins, donc il va nous décrire un petit peu, pareil, quels sont les métiers, les compétences qui sont recherchées chez vous pour travailler dans ces domaines. Alors, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais dans l'analyse de la manière de reconstruire à partir de matériaux de déconstruction, alors que ce soit du réemploi ou du recyclage, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'assurabilité de ce qu'on va reconstruire. Et l'assurabilité, ça passe par une évaluation technique. Et puis ensuite, si c'est du réemploi, c'est l'analyse fine du matériau, du produit qu'on veut réutiliser pour qu'il ait les performances qu'on veut mettre en œuvre. Alors, mon prédécesseur parlait de dégrader l'utilisation, de parler de trucs. Ça, c'est certes, mais à quel niveau on dégrade? Et je vais prendre l'exemple du béton. Si on devait réemployer, par exemple, une charpente béton industrielle pour refaire un autre bâtiment industriel à 10 km, ça part d'un vœu pieux, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait analyser la durabilité des poutres qu'on a déconstruites pour les reconstruire. Et analyser la durabilité des poutres, c'est vérifier la corrosion des armatures à l'intérieur de la poutre. C'est faisable, ça se fait à partir d'analyses destructives. Donc on prend une poutre la plus dégradée possible et on regarde quelle résistance elle a et quelle durabilité le béton a pour le respect des enrobages du truc, mais ça coûte cher. Et ça coûte cher, et ça coûte bien plus cher que de amener ça dans une plateforme de recyclage, de tout broyer, de récupérer l'acier d'un côté, le granulat de béton de l'autre, et de réutiliser la ressource pour reconstruire. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette stratégie-là. Et derrière, l'enjeu de l'assurabilité, c'est l'enjeu du réemploi aujourd'hui dans des matériaux, alors pas secondaires, parce que tous les matériaux de construction sont importants, mais dans une réflexion où on puisse continuer de construire des bâtiments, que ce soit à partir de matériaux neufs ou recyclés ou à partir de matériaux de réemploi. C'est le volet économique à la fin, parce que c'est fondamental. Analyser des durabilités, on sait faire, on analyse des ouvrages d'art pour vérifier la durée de vie d'un pont. On analyse, c'est obligatoire d'ailleurs en France, ce qui est arrivé en Italie il y a quelques années sur le pont de Gênes, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister en France. Même s'il y a des ouvrages qui sont fermés à la circulation. Voilà. Mais en tout cas, ces compétences d'analyse fine de comment faire et quoi faire, on les a. Et je reviens, je crois qu'il y a encore une question sur la formation plus tard. Oui, alors je peux m'arrêter là. D'accord, merci. Alors, Monsieur Morgan, je vous passe la parole. Alors, Monsieur Morgan, ça se chevauche un petit peu avec Monsieur Lins, vos domaines de compétences, puisque vous êtes tous les deux un petit peu sur le béton. Les recherches de compétences sont un petit peu différentes chez vous. Je vais volontairement prendre un petit peu le contre-pied de choses où vous m'avez dit oralement, il n'y a peut-être pas trop chez moi, mais on a peu évoqué chez vous qui fait le diagnostic. Chez nous, on parle de diagnostic PEMD. Je vais reprendre mon petit lexique. PEMD, c'est pour produits, équipements, matériaux, déchets. On parle donc, il y a tous les métiers du diagnostic, il y a tous les métiers du choix de qu'est-ce qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on ne va pas récupérer, à quel prix. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre domaine pour faire ces diagnostics et ces évaluations chiffrées? Qui est-ce qui fait ça chez vous? Voilà, alors peut-être avant de passer aux questions de diagnostic, j'aurais aimé dire que pour les compétences nécessaires au réemploi,
il y a la compétence principale qui est celle du planificateur, qui va d'une part vouloir utiliser des matériaux existants dans un nouveau projet et aussi reconnaître l'utilisation possible de matériaux dans des objets qui sont amenés à être enlevés. Et là, dans un autre débat, on m'avait demandé où est-ce qu'on peut apprendre ça, et je pense que, en fait, c'est pas tellement quelque chose qu'on peut enseigner, c'est quelque chose qui est laissé à la fantaisie des intervenants dans le domaine de la planification, de pouvoir s'imaginer quelque chose d'autre à partir de quelque chose qui existe. Peut-être ça comme petite parenthèse. Maintenant, effectivement, pour tout ce qui est de l'économie circulaire, l'important quand on réutilise des matériaux, c'est d'évacuer les polluants éventuels qu'ils peuvent contenir pour pouvoir assurer que l'on ne perpétue pas des matériaux indésirables dans les nouveaux bâtiments. Et donc, en Suisse, que ce soit pour la démolition des constructions, qui sera ensuite, qui mènera les matériaux du gros œuvre à être recyclés comme granulats, ou alors pour les éléments démontés pour être réemployés. Dans les deux cas, la première étape, c'est un diagnostic du bâtiment, donc qui va déterminer s'il y a des polluants ou des matériaux contenant des substances qui aujourd'hui ne sont plus souhaitables, comme les PCB ou l'amiante. Et donc, on va rechercher ces éléments-là et les enlever avant ou pendant la procédure de démontage des bâtiments, pour s'assurer que dans la deuxième vie de tous ces matériaux, l'on ait enlevé en fait tout ce qui est indésirable. Donc, compétence importante dans tout ce process, c'est la compétence de diagnostic préalable du bâtiment. D'accord. Alors, on a fait un petit peu un tour d'horizon des différents métiers. Un point commun qu'on a pu voir en préparant cette journée, c'est que beaucoup des compétences qui sont en place aujourd'hui sont des compétences qui ont été apprises sur le terrain par l'expérience. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment cette expérience, on peut la formaliser, la transmettre. Est-ce qu'on continue à s'appuyer sur les mêmes gens qui ont l'expérience sans se soucier de la transmission, ou est-ce qu'on a déjà mis en place des process, des mécanismes pour pouvoir former, transmettre, sensibiliser? Donc, même tour d'horizon, Madame Berthaud. Par rapport, enfin, ça va quand même rejoindre ce qui a déjà été dit. C'est vrai que moi, à partir du chantier là, qu'on vient de mener, enfin qu'on est en train de mener sur l'IoT, les process vont pouvoir en fait être réfléchis maintenant. Je dirais que le meilleur apprentissage ou la meilleure formation, en fait, c'est de partir de ce qui est en train d'être entre guillemets testé, puisque comme je l'ai évoqué, on était parti quand même au départ à partir de ces diagnostics aussi qui avaient été poussés le plus loin possible. Là, on est en train en fait de voir vraiment sur le terrain ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu finalement, ce qui est vraiment pour l'Eurométropole, dans un souci aussi de mise en place de process plus généralisés et en tout cas de reproductibilité de ce type de démarche, c'est vraiment de tenir compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et puis de pouvoir le diffuser aux différentes strates en fait, des intervenants sur cette opération. On a parlé effectivement des concepteurs, donc pour nous les équipes de qui ont besoin en fait aussi de digérer et puis d'analyser en fait tout ce qui n'a pas, tout ce qui a été entre les intentions au départ et ce qui est finalement est exploitable. Je crois qu'il y a encore pas mal d'analyses à faire et de se dire tiens pourquoi, en tout cas ça, on a commencé à travailler sur
des questions de bilan et d'évaluation en fait de cette démarche de réemploi. Et je pense qu'on peut vraiment beaucoup en apprendre. Il y a aussi toute la question, on l'évoquait tout à l'heure par le biais de l'insertion, de formation des personnes qui étaient vraiment à la manutention, je dirais à l'utilisation, au reconditionnement de ces matériaux. Comme l'évoquait notre collègue, la question de l'insertion a permis à des gens de commencer à se former. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi, notamment autour de cette préservation de quantité plus importante, puisque nous, ça a été une des difficultés, en fait. Comme les gens étaient assez peu formés et assez peu habitués à utiliser ce type de matériaux, il y a eu un petit peu de pertes. Alors, pas du fait uniquement des agents, mais parce qu'en fait, on a manqué effectivement de cette connaissance. Et je crois qu'on a beaucoup à tirer parti en fait des chantiers existants qui sont maintenant très avancés et que finalement, les pistes de formation ou de montée en compétences, je dirais, doivent se faire à partir du côté pragmatique en fait des opérations qui sont en cours. Et pour nous, c'est un début quand je dis nous, c'est auprès de la collectivité. On a des groupes d'échange avec un écosystème dont on parlait tout à l'heure, mais je trouve que vraiment des exemples un petit peu emblématiques et expérimentaux comme on est en train de le mener vont permettre de dégager en fait des pistes de formation et de montée en compétences. Et je pense qu'on est au début en fait finalement de cette on a tout intérêt effectivement à partir de là pour dégager, pour démultiplier des process. On a parlé effectivement des questions de stockage, de plateforme à développer, de ressourcerie un petit peu. Et je pense que les collectivités qui sont prescriptrices ont un enjeu à être peut-être aussi, alors peut-être pas à la manœuvre seule, mais bien faisant partie de cet écosystème, parce qu'on a, je dirais pas qu'on a plus de foncier que les autres, mais en tout cas, on a je dirais une capacité à mobiliser, à mutualiser, à faire partager, qui est importante. Et je pense qu'à partir vraiment d'exemples concrets de ce type de projet, on peut vraiment, mais ça revient à ce qu'on se disait d'écosystème et d'élargir en fait le plus possible la sphère des intervenants et des échanges. Et je pense qu'à partir de là, on arrivera à mettre en place certainement des pistes de formation, des cycles de formation. En tout cas, ça a commencé, nous, par le biais de l'insertion professionnelle, on en a parlé, et l'idée, c'est au-delà de l'insertion professionnelle, c'est effectivement de valoriser, de mettre en place des filières estampillées, économie circulaire, et d'où l'intérêt aussi de ces échanges aujourd'hui. Je pense qu'on va tous dans le même sens, et c'est porteur pour les collectivités, pour les entreprises, enfin toutes les personnes et tous les intervenants qu'on a cités. Merci. Alors, Monsieur Dagneau, vous avez déjà une expertise dans la formation, donc vous allez nous en parler sans doute un petit peu, comment vous avez acquis cette expertise. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment vous faites pour être sur ce qui se passe de nouveau, parce qu'on ne peut pas avoir ces formations-là, elles ne sont forcément pas figées. Comment vous faites pour faire évoluer vos contenus de formation par rapport à ce qui se passe sur les différents sites? Grosse question. Et ben c'est d'avoir les oreilles un peu partout et d'avoir différents outils de veille qui permettent de se faire les tendances. Et puis moi, mon activité, elle me fait un peu travailler avec des gens un peu partout et bouger, donc ça permet aussi de voir les évolutions qui sont en cours, parce que l'événement dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait la dernière de visite de chantier, la formation qu'on avait organisée, c'était il y a 2 ans. Et en fait, quand je regardais mon agenda, j'avais l'impression qu'il y avait un bug, parce que pour moi, on avait organisé cette formation il y a beaucoup plus de 2 ans, parce qu'en 2 ans, le réemploi avait déjà énormément évolué. Et en fait, on peut se dire que dans les 2 prochaines années, il a encore énormément évolué. On n'est que aux prémices. Du coup, ça bouge vite, mais nous, tout notre travail, c'est de comment on pose les bases qui puissent répondre aux enjeux d'aujourd'hui et qui arriveront pour demain. Donc, moi, j'ai l'impression que
là où il y a des gros chantiers, ça va être le premier, ça va être ce qu'on appelle la formation initiale. Dans les formations du bâtiment, mais aussi à des niveaux supérieurs dans la formation initiale, c'est ce qu'on appelle de colorer les formations, c'est-à-dire qu'elles prennent une teinte économie circulaire avec des contenus réemploi. Par exemple, je travaille avec une école d'ingénieurs à développer un diplôme de Bac plus 6 là-dessus, une spécialisation là-dessus. Nous, on va travailler à 2025 sur un diplôme de Bac plus 5 d'ingénieur réemploi. Mais il y a une vigilance ou un débat d'idées à avoir, c'est est-ce qu'il faut former des personnes qui sont spécialisées dans le réemploi de matériaux ou il faut former des personnes qui sont généralistes. Aujourd'hui, la difficulté à former des personnes qui sont spécialisées, c'est que l'offre d'emploi, et moi je fais beaucoup de veille sur les offres d'emploi pour les partager à nos stagiaires, elle n'est pas si foisonnante que ça. Pourtant, on sait que les besoins sont là, mais les offres d'emploi ne sont pas si fortes que ça. Par contre, elles seront demain. Enfin, tous les travaux prospectifs, elles montrent qu'elles seront là demain. Donc voilà, il y a un peu ça, mais la difficulté à former des gens généralistes, c'est qu'ils ne sont pas spécialistes du coup et ne maîtrisent pas forcément très bien tout et doivent apprendre sur le terrain, donc ça peut poser aussi des difficultés. En tout cas, j'insiste là-dessus, comme je disais tout à l'heure, la formation, le chantier comme support est essentiel là. Donc là, plutôt pour la partie formation professionnelle. Entre autres, tout ce qu'on a dans nos diagnostics, le gros diagnostic qu'on a fait l'année dernière, il montrait que les entreprises, elles ne se forment principalement que lorsque c'est obligatoire. Lorsque c'est des sujets un peu tendance, on a les personnes les plus motivées, voire les plus militantes. Sauf que là, l'enjeu, si on veut que le réemploi il change d'échelle, c'est de former, que ça soit tout type d'entreprise qui soit à se former. Donc rendre obligatoire. Alors, on peut rendre obligatoire par la loi, c'est ça qui est prévu, mais par contre, la maîtrise d'ouvrage, elle peut rendre obligatoire que les entreprises ont été formées ou se forment à travers le chantier. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'on voit bien ce qui va permettre ce changement d'échelle également là-dessus, et comment on développe une formation spécifique liée à la typologie de l'opération, à l'envergure de l'opération, et vis-à-vis du nombre de parties prenantes qui sont concernées. Donc après, justement, ces évolutions, après, nous, on continue. Là, en ce moment, par exemple, moi, je suis à travailler sur le toilettage de notre formation longue, donc qui s'appelle TREMA, de technicienne du réemploi des matériaux, de équivalent niveau bac, de technicien. Là, moi, j'interviewe des professionnels d'activité pour voir c'est quoi les tendances, leur travail. Voilà. En fait, le travail de veille, il est aussi sur le terrain à interviewer les professionnels en activité. On va y arriver. Je vous remercie. Donc, c'est quand même une courte synthèse, si j'ai bien compris. Dans votre profession de formation, le réseau de contacts est important et la veille est importante. C'est le cœur de ce que vous faites. Je vais passer la parole à Monsieur Debois-Noguera. Alors, on a peu évoqué avec vous l'aspect formation. Comment, chez vous, vous financez vos collaborateurs? Par quels moyens, effectivement, vous avez cette formation en place? Déjà par un suivi, donc de ne jamais laisser les arrivants seuls, donc qu'on puisse les épauler et les suivre, nous qui avons déjà un peu plus d'expérience. Donc ça va leur permettre de répondre à des questions, de nous poser des questions et d'aller plus vite. Mais d'un autre sujet, c'est c'est vraiment les études de cas. Il faut se rendre compte que au fur et à mesure, même nous, comme entreprise de réemploi, on a développé certaines connaissances qu'on ne pensait pas avoir. Et aujourd'hui, on nous appelle sur, par exemple, la démontabilité des bâtiments futurs. Et donc, on est appelé pour faire partie de certaines équipes d'auteurs de projets pour qu'on puisse mettre en place des bâtiments qui vont, dans le futur, être démontables. Comment on a appris ça? On a appris ça à force de ne pas réussir à démonter. Ou au contraire, on arrive à démonter ce mobilier-là ou cette cloison-là, et ce type-là, on n'y arrive pas. Et donc, on arrive aujourd'hui à dire, voilà, il y a tous des systèmes qui sont mis en place, des systèmes de préfabriqués en béton,
de systèmes de mécanique, de boulonnage plutôt dans l'acier, alors au lieu de la soudure. Donc, il y a tous des systèmes qui sont mis en place par différentes méthodes constructives qui permettent au réemploi d'exister dans le futur. C'est pour ça que je pense que les études de cas est quelque chose qui va encore changer. Et aujourd'hui, on arrive à remployer une trentaine de produits et à les vendre facilement. Bah, demain, ça va vite passer à 40, 50. On espère cela. Mais l'idée, c'est de pouvoir plus d'études de cas, finalement, plus de méthodes, de types de construction. On essaye de les construire, plus on va apprendre. Alors, est-ce qu'on va un jour réussir à toutes les faire? Je ne sais pas, parce que c'est très vaste. Hein. Comme j'expliquais au début, on parle depuis des techniques spéciales, au mobilier, au parachèvement, du gros œuvre. Donc, mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir partager ces études de cas. Je pense que ça, toutes les personnes qui sont ici autour de la table seraient prêtes à le faire. Et par contre, il faut quelqu'un qui s'intéresse à rassembler toute cette information pour qu'elle puisse être, comme vous demandez, finalement pérennisée et qu'on puisse aussi parler des difficultés que nous avons eues par rapport à certains sujets que ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Je reviendrai un peu sur cette idée où, pour nous, ce qui est important, c'est aussi les questions d'échelle. On se rend compte qu'en travaillant des échelles qui sont plutôt des échelles moyennes et grandes, on arrive à systématiser certaines méthodes de déconstruction, ce qui a un impact économique important. Donc, depuis le fait qu'on puisse travailler sur des échelles de plusieurs centaines, milliers de mètres carrés, jusqu'au fait que le transport, son impact, il va être aussi réduit si on a accès à ces échelles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ayant accès à des échelles moyennes, grandes, aujourd'hui, comme entreprise de déconstruction, on arrive à donner de la valeur à des matériaux plutôt de moyenne gamme, type un faux plafond ou des isolants souples, alors que si on travaille sur des échelles petites de l'individuel, là, on va avoir besoin de matériaux qui ont une plus haute valeur ajoutée pour intervenir comme entreprise. Donc, pour nous, c'est important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable à la petite échelle, mais je crois qu'à la moyenne grande échelle, on peut vraiment rentrer sur des économies qui vont avoir un impact sur notamment la réutilisation du gros œuvre, de la façade et des techniques spéciales. Merci. Alors, Monsieur Lins, je pense que vous allez nous parler de votre filiale Agir, c'est ça? Oui, absolument. Alors, au CIRIB, on s'intéresse depuis une quinzaine d'années, hein, depuis les travaux sur Ocibéton, on s'intéresse à l'économie circulaire de manière générale. On avait au sein de notre direction matériaux, donc les gens qui travaillent sur les bétons, sur la formulation, on avait une équipe dédiée à l'économie circulaire. Et cette équipe, on a créé une filiale il y a quelques Voilà. Le son est revenu? Ok, bon. Oui, alors on a une filiale dédiée à l'économie circulaire qui intervient sur tous les volets dont on a parlé, hein, sur les diagnostics PEMD, sur l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre. On a notamment, alors c'est le CIRIB qui a participé au projet dont vous avez parlé à l'IOT, hein, on était sous-traitant d'un des AMO, mais sur le volet béton, parce qu'on pense qu'il faut amener nos compétences et nos connaissances. Et là, je reviens à ce qui est vraiment important à mon sens, c'est d'avoir la compétence sur le produit
on veut réemployer. C'est-à-dire que nous, dans nos actions, dans nos travaux, on est à la fois l'organisme qui participe au comité de normalisation, on écrit les règles, enfin, on contribue à écrire les règles, on connaît bien les produits, on connaît les process de production, on sait analyser la durabilité, on connaît les normes des produits, on connaît les normes de mise en œuvre des produits. Et donc, je pense qu'on a des besoins et compétences qui sont vraiment très, très grands, mais qui se rapprochent des besoins et compétences qu'on enseigne déjà. C'est-à-dire la compétence sur les matériaux, sur la construction, font partie des besoins de compétences dans l'économie circulaire. Et donc, s'il y avait un besoin à rajouter, je pense qu'il est vraiment dans la manière d'obtenir la déconstruction la plus soignée possible. Vous en avez parlé, d'autres intervenants en ont parlé, mais c'est le métier de démolisseur, il faut qu'il arrête, il faut qu'il disparaisse au profit d'un métier de déconstruction sélective et soignée. Et c'est ça qui générera l'augmentation du réemploi et du recyclage dans la construction. Et c'est ça qui est l'épuisement des ressources, parce que on ne fait pas ça pour s'amuser, on fait ça pour avoir suffisamment de ressources. Voilà. Alors, je remets en route parce que j'ai eu une coupure de batterie, donc je suis sur le micro très court. Peut-être je vais donner la parole à M. Morgan, vu que je serai en condition de pouvoir. Ça a bougé là, donc il faut peut-être revenir. Est-ce que je peux m'adresser au public qui essentiellement déjà pendant que tu répares? Oui. Juste, je voudrais juste faire un sondage, vous levez la main. Est-ce que dans votre cursus, je sais que vous abordez avec vos enseignants toutes ces questions-là, je suis un peu curieuse, je ne sais pas si dans votre cursus, je sais que les enseignants abordent ces questions-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu timide et on le voit, le monde professionnel pousse derrière, les institutions, le législateur pousse. Est-ce que vous auriez aimé que dans votre formation, il y ait une coloration davantage sur la partie du réemploi, le recyclage, etc. À ma vue, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent dans votre formation à vous, ou aujourd'hui, vous êtes encore un peu timide par rapport à ça? Qui aurait aimé? Levez la main. Ah, pardon, je ne suis pas concerné. Pardon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé apprendre ça avant d'avoir 45 ans. Quoi. Je pense que ceux qui ont levé la main, ils ont compris que la dynamique du futur, elle est là. Et qu'effectivement, nous, à l'école, il faut aussi qu'on fasse un effort pour donner davantage de place à ces sujets-là. Donc, on est en train, à travers cette conférence, on essaie de vous sensibiliser, on essaie de vous amener des éléments, mais il va falloir effectivement qu'on agisse plus sur ces questions. Merci. Et avant que vous donniez la parole à monsieur, c'est pas pour meubler, c'est parce que j'ai oublié de dire quelque chose. On est aussi en contact avec le 3CABTP, qui est en fait un organisme régional qui contribue à la formation continue des enseignants et à la formation continue des élèves par le biais professionnel. Et on intervient au niveau d'agir au 3CABTP du Grand Est. On intervient aussi déjà dans les milieux scolaires pour avancer sur ces thématiques-là. Oui, on va vous faire intervenir de plus en plus. De toute façon, ce que vous enseignez là, c'est parce que nous, on nous manque les matières premières, elles sont déficitaires, on enlisait la planète. Donc ça, c'est assez nouveau. Donc pour vous, comme industrie, vous essayez de coller à ce qu'on faisait tout le temps. Donc c'est quelque chose de parallèle à ce que ça existe. Ou est-ce que vous pensez que ça va remplacer ce qui existe, ou ça va être parce que de toute façon vous ne pourrez jamais faire en grande masse, ça sera sur un projet, ça sera pas quelque chose comme matériau que vous allez vendre, enfin tout est. Alors si dans la mesure où aujourd'hui, par exemple pour les parpaings, les agglos, le référentiel de certification autorise 30% de granulat recyclé. Ah oui, d'accord. Donc c'est réglé, c'est écrit dans le marbre, les industriels, et il
il y a un deuxième phénomène, c'est que la REP, donc l'éco-contribution au recyclage, donc la responsabilité élargie des producteurs, donc une taxe que paye le particulier quand il achète un parfum, cette taxe est éco-modulée par l'intégration de granulats recyclés. Donc la taxe diminue quand le fabricant. L'allongement de la durée de vie, c'est passé d'un ouvrage qui a 50 ans à un ouvrage qui a 100, 200, 300 ans, c'est le vrai dossier. C'est ça qu'il faut faire. Et le troisième, c'est l'éco-conception. C'est utiliser moins de matière pour fabriquer la même chose, pour construire la même chose. Ça, c'est ces trois axes-là qui sont fondamentaux dans l'économie. Je vais redonner la parole à Monsieur Morgan. Donc, le sujet étant de savoir, dans son domaine, comment est-ce qu'il procède pour garantir qu'il pourra transmettre les compétences et les connaissances qu'ils ont dans le domaine. Donc, pour notre part, c'est la même démarche que pour Pedro de Goa. C'est l'étude de cas. En fait, aujourd'hui, on a relativement peu d'expérience ou peu de cas répétitifs. Donc, d'une part, l'étude de cas, donc participer à des réunions comme celle d'aujourd'hui, ou alors des présentations de projets qui se font. Et c'est très important que les maîtres d'ouvrage qui réalisent des projets de ce type-là prévoient également des séances d'information auxquelles on peut s'inscrire pour qu'on puisse apprendre de ce qui se fait. Les études de cas, ça peut aussi être des publications qui sont faites, que l'on va lire. Et puis, effectivement, ce qui se fait aujourd'hui aussi en Suisse, c'est qu'on essaye de prendre des objets relativement grands pour pouvoir faire un pilote sur une petite partie, ensuite étudier la procédure développée, l'affiner, et puis ensuite démarrer sur le gros du chantier avec quelque chose qui a été bien établi, bien réfléchi pour être le plus efficace possible. Parce qu'on a déjà parlé des coûts, et effectivement, certains maîtres d'ouvrage, comme par exemple la ville de Bâle ou alors la ville de Zurich, sont prêts à investir une certaine somme pour soutenir le développement de nouvelles procédures qui permettront de réduire les empreintes carbone. Et ça, c'est des démarches très importantes dans le stade actuel de tout ce qui se fait au niveau du réemploi. La ville de Baden également a organisé un séminaire là-dessus au début de cette année, qui a permis justement un échange d'expérience, un retour d'expérience de la part de certains planificateurs qui avaient déjà réalisé des projets de ce type-là, des projets contenant du réemploi. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est dans l'apprentissage sur le tas, si je peux me permettre l'expression ainsi. Et c'est très important de procéder de cette façon-là. Je pense qu'un jour, quand on aura fait le troisième parking en béton de grande taille, on pourra détailler des procédures optimalisées. Mais aujourd'hui, on part toujours sur des prototypes, ce qui est habituel dans la construction, puisque plus ou moins chaque nouvelle construction est un prototype de toute manière, d'une certaine façon. Merci. Alors, dernier thème qui va me servir un petit peu de thème de conclusion. Juste pour donner un petit peu le contexte, le système éducatif que je connais, le système éducatif français, lorsqu'on veut modifier le contenu des formations, on a deux approches essentielles. L'approche, c'est de simplement adapter, mettre en place une coloration des contenus de formation, c'est-à-dire que officiellement, on ne change pas le contenu, mais on va réorienter un petit peu le contenu pour lui donner une coloration, ici par exemple dans le réemploi. La deuxième piste, elle est sur une réforme plus profonde, mais qui est aussi toujours plus longue, de dire on va créer un nouveau contenu, où on va modifier un contenu existant. Et dans les deux cas, la première étape, c'est en partie pour ça qu'on a cette journée aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'on a une réflexion sur quels sont les besoins en contenu. Donc ma question qui est un petit peu ouverte, n'hésitez pas à digresser un petit peu, c'est qu'est-ce que vous attendez du législatif pour contribuer au développement du réemploi? On va commencer par Madame Berthaud. On vous écoute. J'ai 2 heures, c'est ça?
qu'est-ce que j'attends du système éducatif pour développer le réemploi? Finalement, c'est d'être c'est d'être à la manœuvre aussi et à l'initiative en fait de cette innovation. Là, tout à l'heure, je disais presque l'inverse, c'était partir aussi d'un projet et d'une étude de cas finalement pour développer des pistes de formation. Mais je crois aussi dans tout l'écosystème dont on a parlé, et on a parlé sur la caractérisation des matériaux pour pouvoir justement les utiliser d'une manière beaucoup plus performante. Je crois que là, pour le coup, le système éducatif a tout joué cette connaissance des matériaux, sur cette caractérisation, sur ces caractéristiques, sur comment utiliser ces caractéristiques techniques pour aussi bien pour le réemploi que pour la réutilisation que pour le recyclage. Et je pense que, en tout cas, comme ça, à froid, je dirais que c'est vraiment ce qui me paraît important, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on était partis un petit peu, on a été interpellés en fait par l'entreprise de déconstruction sans qu'on ait cette base, on va dire, de connaissances très développée. On a essayé de réagir, d'agir. Maintenant, je pense qu'on a besoin, pour vraiment aller au-delà et pousser cette intention de réemploi à son maximum, d'avoir une très bonne connaissance en fait de ces matériaux, de savoir comment ils réagissent, comment on peut les transformer, ou comment on peut, on parlait tout à l'heure des questions aussi de dépollution de certains de ces matériaux, tout ça. Et alors on n'est plus sur peut-être des choses un peu plus intellectuelles, mais je pense qu'en fait c'est la base aussi, et je crois que ça permet de mieux comprendre aussi ce qu'on utilise comme matériaux, pour mieux l'envisager en fait dans des futurs usages. Donc je crois que ça passe quand même par cette connaissance. Donc, principalement pour vous, on est un premier pôle, on va passer en revue tout le monde. Un premier pôle, c'est une adaptation des compétences techniques au réemploi. C'est-à-dire c'est déjà des domaines dans lesquels on apporte des compétences, mais les colorer justement sur le réemploi. Et pour revenir, je vais juste refaire une petite. Et c'est pas seulement quelque chose de très intellectuel ou intellectualisant. Je pense, on l'évoquait un petit peu avant l'intervention. Je pense que les artisans, les gens qui ont l'habitude d'utiliser en fait certains matériaux ont toute leur place aussi en fait dans cette connaissance. C'est pas réservé aux laboratoires ou à des BE de contrôle ou à des experts, etc. Comme je le répète parce que je crois beaucoup à ça, je crois qu'on est vraiment dans un écosystème, dans des échanges, mais pour bien connaître les matériaux et pour mieux les caractériser, pour pouvoir mieux les utiliser vraiment et pousser le réemploi à son maximum en fait. D'accord. Monsieur Dagneau, je vous laisse la parole. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Dagneau. Peut-être qu'il faut aussi vous reconnecter avec le téléphone. Vous m'entendez Oui, c'est bon. Je fais comme ça. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Moi, je fais beaucoup le parallèle avec ce qui se passe dans le bio et géosourcé, parce que nous, on travaille aussi là-dessus dans notre centre. Mais il y a le dispositif FIBAT en ce moment pour l'enseignement, qui a pour but de former les enseignants et enseignantes au bio. Et on pourrait très bien imaginer un FIBAT du réemploi où ils s'étendent au réemploi, mais l'une des limites du dispositif FIBAT, c'est qu'il y a aussi un frein de formateurs qui sont là depuis 20 ans à former dans des lycées du bâtiment et qui ne veulent pas changer leur pratique, et que introduire cette nouvelle pratique, non, moi j'ai jamais vu ça sur le terrain, on fait pas comme ça. Voilà. C'est une difficulté qui est rencontrée, mais voilà, il y a cet enjeu. Mais sinon, il y a l'autre chose, c'est aussi de sortir de l'école, d'aller faire des visites, parce qu'aujourd'hui, on a des professionnels un peu partout et de plus en plus qui font du réemploi, et ça permet d'aller voir concrètement ce qui se passe, en tout cas de sortir la théorie. Et aussi, l'autre moyen de sortir la théorie, c'est de passer par la pratique. Donc aussi, que quel que soit son niveau de qualification, quel que soit son niveau de formation, c'est faire de la pratique. Parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte des choses et de les comprendre. En tout cas, c'est pour ça que nous,
que ça soit sur nos formations au réemploi de matériaux, on a des gens qui sont déjà diplômés, voire diplômés déjà d'un niveau ingénieur, de Bac+5, qui viennent mais qui se disent, mais concrètement parlant, mais comment on fait? Moi, j'ai envie de comprendre la matière, j'ai envie de comprendre l'objet, j'ai envie de comprendre comment on fait. Et du coup, c'est indispensable de passer par là. Et du coup, les entreprises qui font du réemploi aujourd'hui sont des super supports pour ça. Ce que j'ai pas dit dans ma présentation, en me présentant, c'est que je suis cofondateur aussi d'une recyclerie de matériaux qui finalement sert de plateau technique pour notre centre de formation. Et c'est essentiel. Si on n'avait pas le plateau technique avec le centre de formation, on ne pourrait pas faire notre formation au réemploi. C'est bien parce que localement, on a les deux dans l'écosystème, le centre de formation et la recyclerie de matériaux, qu'on peut proposer ça. Donc, c'est aussi ça qui est essentiel. Du coup, ce qui nécessite aussi de soutenir les acteurs de proximité qui font du réemploi. Merci, Monsieur Degnaud. Je passe la parole à Monsieur de Guanoguera. Qu'est-ce que vous attendez d'un système éducatif pour contribuer à l'essor du réemploi? Je pense qu'il faut, à tous les niveaux, il faut accepter la contrainte. Il faut qu'on accepte les contraintes qui sont autour de nous aujourd'hui et qu'on les embrasse. Et donc, qu'elles soient esthétiques ou techniques, le réemploi, il demande cette vision-là et il demande que finalement, on puisse faire avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on veut. Et ça, c'est une vision qui est très différente encore depuis les auteurs de projets jusqu'aux constructeurs. Je pense que c'est fondamental qu'au niveau éducatif, ça puisse être valorisé, le fait qu'on travaille avec un monde fini et où on a des contraintes locales qui sont particulières et qu'on doit s'y adapter au cas par cas. Écoutez, là, je suis ravi d'entendre ça parce qu'on est en train d'ouvrir ça. On sort de la filière bâtiment pour dire les attentes du système éducatif. On est vraiment là dans l'éducation et dans la culture en disant il faut qu'on apprenne à nos jeunes à avoir une autre vision des choses qu'on a tout près, beau, propre et qu'un mur en pierre de taille est aussi beau qu'un mur tout blanc et uniforme. Donc là, je suis assez content d'avoir ce point de vue. Merci. Il y a une chose très intéressante que M. l'a dit, voir la déconstruction depuis la conception. Oui, je pense qu'on va y venir. Je vais laisser encore la parole aux deux autres. J'ai beaucoup apprécié. Oui, mais effectivement, c'est aussi une étape importante. Alors, je passe la parole à qu'est-ce que j'ai oublié, à Monsieur Lins. Ouais. Madame, vous faites une très bonne transition. J'allais parler de ça, justement. Dans nos activités, on collabore avec les autres centres techniques dans les autres matériaux de construction. Alors, pour les citer tous, sans en oublier un, le FCBA, c'est la construction de bois. Le CTMNC, c'est le centre technique des matériaux naturels de construction qui englobe à la fois la pierre naturelle et la pierre cuite. Et le CTICM, la construction métallique. Et nous avons créé en fait une association qui a obtenu un label Carnot. Alors c'est un label en France qui permet d'aller faire de la recherche collaborative financée par le ministère de la Recherche. Et on a un des projets phares dans cet organisme s'appelle Démodulor. Et Démodulor, c'est concevoir un bâtiment avec tout type de matériaux, mais qui se démonte et qu'on puisse réutiliser, réemployer. Et ça, c'est un vrai, vous avez raison, ça c'est un des vrais sujets de recherche. Mais moi, je voulais parler d'autre chose. Je pense que qu'est-ce que fait l'éducation? Mais c'est de manière générale, aujourd'hui, je pense que les jeunes que c'est par là qu'il fallait aller. Je pense qu'il y a parmi vous, les jeunes, je pense que tout le monde est déjà allé vendre un truc sur Vinted. Et presque tout le monde est déjà allé acheter un truc sur Vinted aussi. Et ça, c'est du réemploi. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est ça. Il faut appliquer la même chose au bâtiment. Et on y réfléchit, on y travaille et il faut l'assurer. Tout à fait, c'est ce qu'on disait avant. C'est au-delà du secteur du bâtiment. Acheter sur Vinted, c'est accepter l'imperfection. Et il faut que ça passe dans tous les domaines. Merci. Monsieur Morgan, je vous laisse la parole. Merci, oui. Donc, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect justement des concepteurs, des planificateurs. Et je pense qu'un élément très important
c'est donc de motiver cette catégorie professionnelle, d'envisager justement le réemploi, de l'intégrer entièrement dans toutes les réflexions de projet, et puis aussi de pouvoir leur donner non seulement les idées avec des exemples de cas qu'on leur présente, mais aussi de les sensibiliser aux moyens ou aux possibilités de motiver le maître de l'ouvrage d'accepter d'entrer dans cette démarche-là pour son projet. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de réticence de ce côté-là pour dire oui, bon, le réemploi, voilà, c'est très bien, mais moi, là, à prix égal ou même, voilà, je préfère faire du neuf parce que ça va une décennie. Donc, de donner un petit peu un bagage argumentatif de ce côté-là, et puis de stimuler la créativité en présentant des exemples qui soient le plus internationaux possible, parce qu'on voit que la créativité n'est pas quelque chose n'est pas la panacée d'un pays ou d'un autre. Est-ce que je suis toujours connecté? Oui, on a encore le son. On n'a plus l'image, mais on a le son. Ah, d'accord, oui. Ah, ben oui, je vais remettre l'image, tiens, voilà, puisque apparemment elle est... On vous entend, Monsieur Morgan. Oui, donc voilà, c'est surtout ces deux volets-là que je pense sont importants dans les propositions de formation. C'est stimuler la créativité d'un côté et puis donner aussi les arguments pour vendre la démarche au maître d'ouvrage qui finalement est celui qui paye à la fin de la journée. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a compris que le système éducatif a toute sa place et qu'on a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir. C'est un petit peu aussi une journée comme celle-là l'occasion de le faire. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et votre présence.